Bienvenue à toutes et à tous. Je constate que nous avons quorum. Nous pouvons donc débuter nos travaux. Comme vous le savez, la Commission réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 61, loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Madame la secrétaire, bonjour. Bonjour. Y a-t-il des remplacements aujourd'hui? Oui, Monsieur le Président. Alors, M. Déragi Néligan est remplacé par Mme Thériault Anjou Louis-Riel et M. Fortin-Pontiac est remplacé par Mme Nichols Faudrey. Madame la secrétaire, c'est plutôt on l'a fait, excusez-moi. Très bien. Il n'y a pas de quoi, Monsieur le député de la Pinière. Ce matin, nous entendrons le Barreau du Québec. Nous avons l'honneur ce matin de recevoir Maître Paul Mathieu Grondin, bâtonnier. Bienvenue, monsieur. Accompagné de Maître Sylvie Champagne, secrétaire et directrice. Bienvenue à vous deux. Vous savez que vous disposez d'une période de 10 minutes. Nous vous écoutons. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre invitation. Alors, je m'appelle Paul Mathieu Grondin, je suis bâtonnier du Québec. Je suis accompagné de Maître Sylvie Champagne, qui est secrétaire de l'Ordre et directrice du secrétariat de l'Ordre et des affaires juridiques du Barreau du Québec. J'aimerais commencer en disant que le Barreau appuie la volonté du gouvernement de vouloir relancer l'économie, mais considère qu'elle devrait notamment être mise en équilibre avec diverses préoccupations en regard des nouveaux pouvoirs octroyés au gouvernement par le prolongement indéfini de l'état d'urgence sanitaire, l'adoption de nombreuses mesures d'atténuation par décret et l'immunité de poursuite conférée au gouvernement. Alors, je m'explique. Tout d'abord, le projet de loi propose que l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré par le gouvernement le 13 mars 2020 soit prolongé indéfiniment jusqu'à ce que le gouvernement décide d'y mettre fin. Cet article est au cœur de nos préoccupations. Cette mesure va en effet directement à l'encontre de ce qui est normalement prévu par la Loi sur la santé publique qui précise que le gouvernement ne peut déclarer l'état d'urgence sanitaire que par période de 10 jours. Le Barreau du Québec comprend que les règles mises en place dans la Loi sur la santé publique visent à atteindre l'objectif de la loi. Or, les pouvoirs octroyés au gouvernement par la Loi sur la santé publique sont larges. Ils incluent notamment le pouvoir de faire des dépenses et de conclure des contrats que le gouvernement juge nécessaires, de même que d'ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Ces larges pouvoirs doivent avoir un contrepoids qui permet de mettre en balance les règles habituelles prévues aux lois avec les mesures exceptionnelles que le gouvernement pourrait imposer en temps de pandémie. L'inconvénient pour le gouvernement de devoir renouveler l'état d'urgence aux 10 jours est relativement faible et je dirais même insignifiant, comparativement au risque d'affaiblissement significatif des contre-pouvoirs d'un état de droit tel que nous le voyons dans le présent projet de loi. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte actuel du déconfinement où les activités habituelles de la population reprennent progressivement. D'ailleurs, une vérification des lois applicables dans les autres juridictions canadiennes nous indique que les déclarations d'urgence sanitaire qui octroient de tels pouvoirs au gouvernement sont toutes limitées dans le temps et pour le moment, nous n'y avons constaté aucune exception. De plus, le projet de loi accorde d'importants pouvoirs à l'exécutif, qui peut notamment déterminer que toutes les règles prévues dans les lois ou les règlements ne s'appliquent pas afin de prévenir ou d'atténuer toute conséquence découlant de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement peut également soustraire certains contrats aux normes prévues par la LCOP. Ces mesures devraient faire l'objet d'un contrôle accru par l'Assemblée nationale. Si un règlement permet normalement de préciser les modalités d'application d'une loi, il ne devrait pas avoir pour objet de définir les concepts fondamentaux en vertu desquels elle sera appliquée, ou bien en exclure tout simplement l'application. Nous sommes préoccupés par le fait que la pandémie de la COVID-19 puisse être invoquée pour permettre d'outrepasser ces règles qui constituent maintenant l'un des piliers de la lutte contre la corruption et la collusion. Par ailleurs, le projet de loi confère une immunité de poursuite au gouvernement
ministres, organismes publics et toute autre personne pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés. On retrouve une immunité similaire dans la loi sur la santé publique, elle qui octroie de larges pouvoirs, mais uniquement relativement à des enjeux de santé publique, et les décisions qui pourraient être attaquées sont normalement prises rapidement, dans le cadre d'une déclaration d'urgence sanitaire de 10 jours. Le présent projet de loi a un champ d'application beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, et propose que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé indéfiniment. Nous n'avons pu identifier aucune exigence temporelle à ce qu'une telle immunité soit octroyée. On trouve effectivement au projet de loi une panoplie de pouvoirs attribués au gouvernement ou à d'autres organismes afin de favoriser la relance de l'économie, objectif avoué du projet de loi. On n'a qu'à penser aux 202 grands chantiers d'infrastructures qui feront l'objet de mesures d'accélération. Ainsi, les entreprises qui participeront aux travaux de ces grands chantiers bénéficient-elles de cette immunité? Quelles sont les réelles limites d'une immunité de poursuite mise en place dans un projet de loi qui ratisse si large et qui donne de si grands pouvoirs à l'exécutif? Si l'immunité de poursuite doit absolument se retrouver dans ce projet de loi, elle devrait être rédigée de la même façon que celle prévue à l'article 123 de la loi sur la santé publique. En effet, le changement de terme dans le libellé laisse croire qu'il existe une intention de modifier la portée de l'immunité, puisque, l'adage le dit, le législateur ne parle pas pour rien dire. Monsieur le Président, voilà qui fait le tour des enjeux principaux que le barreau voulait aborder avec vous dans le cadre des consultations sur le projet de loi 61. Je tiens à vous remercier de l'invitation et puisqu'il me reste quelques secondes, probablement, j'aimerais féliciter la secrétaire de l'Ordre pour son travail dans la production de ce mémoire, ainsi que Nicolas, Réa et Anna qui nous écoutent probablement en ce moment. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur le bâtonnier, vos bons mots sont très certainement déjà rendus. Merci de l'avoir fait. Cela vous honore. Je cède maintenant la parole au président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Grondin, Madame Champagne, merci de vous être premièrement libéré sur un avis, sur un délai aussi court. Alors, merci d'être là parce que votre opinion et cette consultation-là est très importante pour nous. Vous connaissez très bien ce qu'on vit au Québec depuis plusieurs mois et ce projet de loi-là est excessivement important pour notre gouvernement, pour l'ensemble des Québécois, parce qu'on doit trouver rapidement des solutions et justement l'accélération de nos infrastructures est un élément clé de notre plan de relance. Alors, j'apprécie votre présence et je vous dirais d'entrée de jeu qu'après avoir déjà eu quelques consultations et du travail avec l'opposition, où on a commencé par deux briefings techniques la semaine dernière, je vous dirais que je n'ai pas vraiment de grandes surprises de vos commentaires, mais je voudrais quand même en discuter ou peut-être expliquer certains éléments pour obtenir peut-être un peu de précision sur ce que vous suggérez comme changement, parce que je l'ai bien mentionné, puis je l'ai dit plusieurs fois, ce projet de loi-là, il est perfectible, parce que dans un état de crise, il ne faut pas attendre d'avoir la perfection pour prendre une décision, il faut mettre quelque chose sur la table, être capable d'obtenir les commentaires de ceux avec qui on travaille. C'est comme ça qu'on a travaillé dans cette crise-là depuis le début. Alors aujourd'hui, d'avoir la chance d'entendre vos commentaires, pour moi, je vais prendre tout le temps nécessaire pour vous écouter. Bon, sur la question de la prolongation indéfinie, bon, je pourrais vous donner un ensemble de raisons, mais il y en a une qui nous avait, je dirais, guidés vers de garder la période ouverte. On peut dire indéterminée, indéfinie. Il y avait une question de prévisibilité. Ce qu'on a trouvé difficile pour plusieurs des décisions qu'on a eu à prendre dans les premiers mois, puis je vous donne un exemple. Prenons par exemple l'éducation, l'école. Vous savez, quand on tombe en période de pandémie, une des premières choses qu'on a réalisées avec la santé publique, c'est qu'on regarde le bassin de population qui peut bouger, qui doit être distancé, puis on tombe rapidement, lorsqu'on prend le domaine des affaires, à 1,5 million de travailleurs, qui soient dans le commerce, etc. Mais quand on y rajoutait les enfants, on tombe déjà à un autre million de personnes.
le nombre de personnes qui étaient impliquées dans les décisions qu'on prenait était immense. Hein, on se comprend? Puis lorsqu'on avait à prendre des décisions sur la distanciation, comment on pouvait minimiser les infections, il fallait toujours avoir en tête pour qui on le faisait, puis pour être capable de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on rouvre les écoles plus tôt? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on laisse les commerces fermés? Vous me suivez? Là, c'était toujours c'est facile de confiner, mais le déconfinement est beaucoup plus difficile que le confinement. Ça, je pense que tout le monde comprend ça aujourd'hui. Le point que je veux faire, c'est qu'on a essayé, avec cet élément du projet de loi-là, de se donner un peu de prévisibilité avec l'élément dont vous parlez là, pour fixer la période. J'aimerais vous entendre parce que c'est sûr qu'on a un petit peu plus d'expérience là, de comment on a vécu la pandémie de cette première phase-là, mais je dois vous dire, puis je pense qu'on ne doit pas se le cacher, je pense qu'il faut bien gérer ce qui s'en vient. On aura probablement une deuxième phase. On le voit un peu partout, que ce soit en Europe, en Asie, que ce soit en Australie, on voit qu'il n'y a rien encore de stabilisé, puis ceux qui l'ont connu avant nous vont probablement nous indiquer un peu ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Je ne veux pas être le prophète de malheur, mais je pense qu'il faut être réaliste. Donc, cette notion-là de prévisibilité nous a guidés de la façon dont on voulait se garder une réserve d'avoir le plus de flexibilité possible sur la période de crise sanitaire, pour être capable de dire, le ministre de l'Éducation, quand il prend une décision, bien, il se dit, OK, je vais être encore en période sanitaire, donc comment je peux prendre mes décisions par rapport aux écoles, par exemple. Vous me suivez? Alors, aujourd'hui, quand j'entends et je vois vos commentaires, vous me dites, on devrait, c'est pas ça que vous dites, mais on devrait l'enlever, on devrait revenir à la règle de... Mais comment vous pouvez nous aider comme gouvernement à s'assurer qu'on a un minimum de prévisibilité par rapport à ces décisions-là ou à l'existence de la crise sanitaire? Je vous donne un exemple. Hier, par le protecteur du citoyen, on nous a suggéré de dire que ça serait pour un maximum de 6 mois. Bon, j'aimerais vous entendre sur cette suggestion-là parce que ça sera probablement une de nos étapes. Je ne veux pas présupposer de ce que nos collègues de l'opposition, parce qu'on n'est pas rendu justement à faire cette discussion-là. Mais j'aimerais vous entendre sur cette suggestion-là par rapport au fait de revenir, pas ça que vous avez dit, mais à l'existentiel en ce moment qui est de 10 jours ou de 30 jours, là, dépendamment. Est-ce que je peux vous demander une réponse là-dessus, s'il vous plaît? Absolument. Donc, voici. La loi sur la santé publique et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire est supposée être inconfortable pour le gouvernement. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on demande de très, très larges pouvoirs, et c'est ça, vous permettrez l'anglais, le deal dans la loi sur la santé publique, quand on demande de très, très larges pouvoirs, il faut qu'il y ait un rempart à ces très larges pouvoirs. Le rempart étant les 10 jours ou les 30 jours à l'Assemblée nationale. Donc, c'est supposé être inconfortable, c'est supposé être tannant, c'est supposé être plate pour le gouvernement de se justifier à chaque 10 jours ou à chaque 30 jours avec l'Assemblée nationale. Ce temps-là est inné à la loi. Ce n'est pas une simple particularité. Donc, en échange des pouvoirs, il y a le temps. Donc, on comprend que c'est inconvenant, le 10 jours. Par contre, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 14, comme dans d'autres provinces? Il n'y a pas de définition constitutionnelle à ça, on s'entend. Cela dit, ce délai-là est aussi important que les pouvoirs qu'on octroie. Donc, il est très important, il est capital. C'est la condition à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Donc, nous, on est vraiment sur la question de principe. Bon, évidemment, on ne donne pas de conseils sur la relance de l'économie. Ce n'est pas notre force. Par contre, sur ce principe fondamental-là, je pense que c'est important qu'on n'y déroge pas. Parce que la prochaine fois, bien après ça, à chaque fois qu'on l'utilise, bien après, ça devient un appendice, ça devient une deuxième pensée, ça devient plutôt un détail. Donc, c'est pour ça qu'il faut être ferme sur certains principes comme celui-là. Mais je conçois très bien que pour le gouvernement, ce ne soit pas pratique, mais ce n'est pas supposé l'être. En fait, c'est supposé être inconvenant.
est-ce que je peux vous demander, puis si vous ne voulez pas le faire, c'est correct, là, mais à la suggestion de ce qu'on a entendu de la protectrice du citoyen, vous n'êtes pas plus confortable avec cette proposition-là? Donc, évidemment, l'objectif de tout le monde, je pense, c'est de ramener cette période-là au moins de temps possible. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Donc, je pense que le principe ici est important. Là. Pour ça, je ne me prononcerai pas sur un objectif de temps. Je pense que le 10 jours a été pensé. Je pense que le 30 jours a été pensé, puis c'était prévu comme étant inconvenant. Donc, voilà. Juste pas, M. Champagne, vous aviez quelque chose? Oui, si vous regardez dans l'annexe, Monsieur le ministre, vous allez voir que partout, toutes les provinces canadiennes, oui, l'annexe 1, c'est un délai de 14 jours. Souvent, c'est renouvelable 28 jours, fait qu'on comprend que c'est le double. Il n'y a pas de province où on a donné une période indéterminée. Ce qu'on a vu le plus large, c'est l'Alberta et le Yukon. Vous allez voir que pour une pandémie reliée à l'influenza, qui pourrait s'apparenter avec le coronavirus, c'est une période maximale de 90 jours. Donc, on est encore à la moitié du délai de 6 mois proposé par la protectrice du citoyen. Alors, on invite les parlementaires à ne pas aller trop loin. C'est une première pandémie que nous vivons, puis on pense qu'effectivement, comme le dit le bâtonnier, donner de larges pouvoirs, ça doit être limité dans le temps. Alors, écoutez, je vous ai expliqué un petit peu le principe qu'on avait en tête, prévisibilité, tout ça. Puis je prends bien votre commentaire en note, puis j'apprécie que vous soyez aussi clair. Alors, j'irai sur votre deuxième recommandation. Je n'ai pas besoin de vous la répéter, mais comment elle est importante pour vous, là, si vous me... Je veux entendre quelques-uns de vos arguments pour justifier. Même proposition, vous êtes juste en titre, vous êtes sûr? Bien, moi, je prenais toute la question de l'immunité. Je ne sais pas dans quel ordre vous... Je veux juste regarder, parce que je regarde présentement dans votre... Bougez pas, vous êtes... Bon, parlons de 50. Parlons de 50, puis on reviendra sur l'immunité, si vous permettez. C'est bon. Parce que j'interprète, puis pour ça que je vous disais que dans votre deuxième, vous avez fait la référence de dire qu'est-ce qu'on peut faire par règlement versus par loi. Je pensais que vous faisiez référence spécifiquement à 50, mais peut-être que c'est ça? Je comprends oui. bien. Donc là, on parle de l'adoption par règlement de certaines choses. Oui, alors donc... Donc, il y a une espèce de structure interne aux lois. Hein. Donc, on a souvent, puis pour essayer de mettre ça le plus clair possible, l'Assemblée nationale adopte une loi, ensuite, on peut en adopter des règlements. Ici, par règlement, on pourrait venir modifier l'objectif d'une loi. C'est un peu contre nature dans le processus parlementaire, je vous dirais. Pour le mettre le plus clair possible, d'habitude, on a une loi habilitante qui permet des règlements. Là, par contre, un règlement pourrait venir modifier ou atténuer la loi. Pour le dire le plus simplement possible, c'est pas dans l'ordre naturel des choses parce qu'évidemment, ça transfère un certain pouvoir de l'Assemblée nationale au gouvernement. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça qu'on trouvait, je dirais, au moins particulier. Et peut-être aussi, pour vous dire que s'il y a des modifications que vous aimeriez apporter aux lois, que ce soit la loi sur la santé publique pour le délai ou la loi sur les contrats des organismes publics, on pense qu'une bonne façon de le faire, ça serait de modifier ces lois-là et de ne pas de mettre une loi particulière. Parce que pour les citoyens, ça devient complexe de se retrouver. Puis je peux vous dire qu'en temps de pandémie, les citoyens, ils ont beaucoup d'anxiété, ils ont beaucoup de choses à gérer et de commencer à chercher quelles sont les règles applicables, quelles sont leurs obligations, de les mettre dans des lois différentes, ça n'aide pas les citoyens à s'y retrouver. OK. Je vous entends comme principe, puis je pense qu'il n'y avait pas de... En tout cas, je laisserai les autres commenter. Il n'y avait vraiment pas d'objectif négatif sur cette approche-là. Je pense que c'est une correction qui est assez facile à apporter, puis j'apprécie très bien le grand principe que vous amenez. Troisièmement, sur la question de l'immunité. Je dois vous dire en toute candeur que lorsque moi j'ai regardé la première version de ce projet de loi, l'immunité pour moi était standard dans
quelques projets de loi que j'ai eu la chance de voir depuis que je suis ici, là, dans mon rôle. Puis honnêtement, quand je vous entends, puis là, je pense que vous le précisez très bien, vous dites qu'il y a du langage dans cette version-là qui vous inquiète. Alors, je dois vous dire, puis je le dis en toute candeur, là, que j'apprécie votre commentaire. Puis là, j'aimerais vous entendre, parce que si il a été... puis j'ai énormément confiance dans nos légistes, parce qu'on a du monde, je peux vous dire, depuis quelques mois, qui travaille depuis plusieurs années, mais particulièrement dans les derniers mois, qui ont travaillé jour et nuit sur plusieurs projets. Je vous demande de peut-être nous aider à identifier qu'est-ce qui vous pousse à faire le commentaire qu'il y a peut-être une terminologie que vous ne retrouvez pas dans la formule standard de l'immunité. Est-ce que je pose bien ma question? Vous me comprenez? Absolument. Premièrement, je voudrais faire écho à vos commentaires sur la qualité des gens qui travaillent au gouvernement général, pour avoir travaillé avec eux souvent, puis on sait que tout le monde travaille de longues heures ces temps-ci. Donc ça, je salue cet effort-là, évidemment. Sur la question de l'immunité, donc, l'immunité qui est dans la loi sur la santé publique, sur laquelle la disposition que vous avez dans le projet de loi 61, elle est calquée un peu, d'ailleurs pas parfaitement, c'est là qu'on a quelques soucis, elle est calquée un peu sur la disposition d'immunité dans la loi sur la santé publique. Or, l'immunité dans la loi sur la santé publique s'explique très facilement. Donc, quand on a l'urgence sanitaire pendant 10 jours, bien évidemment, le gouvernement, il faut qu'il prenne des décisions extrêmement rapidement, ne peut pas passer par ses processus usuels, et donc il y a cette explication-là. Vous savez, dans le tourment des premières journées, évidemment, vous prenez des décisions très, très, très rapides, donc il est important qu'il y ait une immunité. À mesure que les choses progressent, évidemment, cette balance-là entre l'immunité qu'on donne et aux décisions qui peuvent être prises de plus en plus lentement ou de plus en plus conformes à tous les processus, bien, l'argument s'atténue un peu. Et ici, dans le projet de loi 61, on a vu une disposition semblable, mais qui n'était pas tout à fait pareille que celle dans la loi sur la santé publique. Or, il y a peut-être deux problèmes là-dedans. Donc, premièrement, il y a l'argument, est-ce que cette immunité-là est nécessaire? Bon, c'est une question qu'on laisse souvent aux parlementaires. Il y a des plus et des moins à tout ça. Mais le fait qu'elle ne soit pas pareille veut dire qu'elle est différente. Que la loi sur la santé publique. Okay. Donc, veut dire qu'elle est différente, évidemment. Et il y a un principe qui dit que le législateur ne parle pas pour... Oui, ne parle pas pour rien dire. Et donc, il y a une différence entre les deux qui laisse place à l'interprétation. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Lotbinière pour une période de 10 minutes 20 secondes. Lotbinière, je m'excuse. Lapinière. OK, parfait. Ben, Ça sonne quand même. Ouais. C'est bon. Bon, écoutez, d'abord, merci, Maître Grondin, Maître Champagne, d'être ici aujourd'hui. C'est sûr que de notre côté, on reçoit très favorablement votre mémoire. Et je vais essentiellement vous citer. Vous nous présentez un mémoire qui est dans l'optique du citoyen, c'est-à-dire que ce que l'on fait, ce sont pour les citoyens. Les citoyens doivent comprendre et c'est leur intérêt en premier qui doit primer et non celui du gouvernement. Est-ce que je peux vous dire que je fais une bonne lecture? Évidemment, le gouvernement prend les décisions qu'il a à prendre en mesure d'urgence sanitaire et le 10 jours, le 30 jours, par exemple. Je ne faisais pas référence aux 10 jours. Globalement, là, vous, là, on est dans une société de droit. Le citoyen ne peut pas être lésé par des mesures d'exception. Ouais. Donc, la mission du barreau, c'est la protection du public. Voilà. C'est important parce que vous l'avez exprimé dans des mots. Je vous écoutais, puis je prenais des notes, puis vous avez utilisé des mots que j'ai notés. C'est assez intéressant. Moi, vous ne l'avez pas dit comme ça, là, mais le ministre, lui, l'a dit comme ça. Quand il parle de prévisibilité, là, il se sert de l'immunité comme étant un outil gouvernemental de travail. Et quand vous dites... Puis c'est comme ça que c'est, hein? Le gouvernement trouve ça inconfortable de devoir revenir puis justifier une reconduction de telle période de temps d'immunité. Il voudrait avoir quelque chose de prévisible. Laissez-moi faire ce que je veux. Alors, vous avez bien dit, puis je le reprends à dessein, là. C'est vrai que c'est inconfortable pour le gouvernement, mais dans une démocratie, à un moment donné, le gouvernement doit justifier lorsqu'il prend des mesures d'exception. Moi, j'ai bien apprécié le mot que vous avez utilisé, là. C'est vrai que c'est inconfortable
pour le gouvernement, et ça l'est. Moi, j'aimerais aller, parce qu'on a moins de temps, là, nous autres, là, puis ma collègue, la députée de Vaudreuil, aura sûrement une ou deux questions à vous poser. Je vais aller sur l'expropriation. L'immunité, là, on comprend bien ce que vous dites. Je pense que j'ai résumé les enjeux de ça. C'est pas un outil. C'est pas quelque chose que le gouvernement peut utiliser comme ça, comme bon lui semble. Quand on rentre dans le détail du projet de loi, il y a des articles qui traitent de l'expropriation. Là, est-ce que vous trouvez que dans la rédaction actuelle, ça va trop loin? On pense que oui. Bon, l'expropriation, évidemment, c'est quelque chose d'important pour les gens. Donc, c'est évidemment pas plaisant de se faire exproprier. Dans la loi sur l'expropriation, il y a des remparts. Et un des éléments, donc à l'article 53.13, cette modification-là qu'on vient faire, disant que le ministre, fixe l'indemnité provisionnelle, si vous voulez, si j'y vais très techniquement. Habituellement, c'est le tribunal, tout ça peut être jugé d'urgence. Donc oui, dans le mémoire, il y a un certain détail, puis on s'attarde à l'expropriation. C'est évident que plus les citoyens conservent des droits, mieux c'est. Puis ensuite, on comprend qu'il y a une volonté d'accélérer les choses. À un certain moment donné, le barreau, il ne veut pas être trop dans les choix politiques, là, mais c'est certain qu'on retire certains droits qui existent à la loi sur l'expropriation. Je vais vous demander une question qui relève de l'expérience, peut-être, de vous deux comme praticiens du droit. Actuellement, là, le gouvernement nous présente cette attaque aux droits des gens comme étant une manière d'accélérer des procédures. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans le droit que c'est si lent que ça, l'expropriation? Il y a certaines choses en expropriation qui peuvent être jugées d'urgence. Il y a aussi certains paliers décisionnels. Donc, évidemment, on peut faire appel de certaines décisions. Là, donc, il faut être parfaitement honnête là-dessus. C'est un processus qui existe quand même depuis un certain bout de temps. Puis, les choses se passent quand même. Donc, la réalité, c'est que peu importe l'expropriation ou d'autres choses, plus vous avez de paliers, plus vous avez de remparts, plus vous assurez que tous les droits sont respectés. À chaque fois que vous enlevez un de ces paliers, à chaque fois que vous passez outre une certaine mesure, il y a un potentiel à ce que les gens perdent certains droits. Je vous aide, M. Grondin, je comprends très bien ce que vous me dites, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'essaie d'établir, là, c'est que dans la procédure d'expropriation, dans le vécu de la chose aujourd'hui au Québec, il y a des étapes dans une expropriation. Elles ne vont pas toutes vite. Et les étapes, elles sont la responsabilité des deux parties. Les deux parties, il y a l'exproprié, il y a l'expropriant. Est-ce que c'est raisonnable de dire que l'expropriant, qui est l'État, le ministère des Transports, la plupart du temps, ils ne vont pas toujours, un, à la vitesse de la lumière, deux, les indemnités provisionnelles ne sont peut-être pas toujours généreuses, ce qui amène à des contestations? Pour répondre très honnêtement, à tout moment, il peut y avoir des délais qui sont occasionnés des deux côtés. C'est difficile de tirer une règle générale là-dessus, je vous dirais. Je ne souhaite pas que vous tiriez une règle générale, mais est-ce que je peux dire que si une des deux parties se traîne les pieds, là, volontairement ou non, ça ralentit la procédure? Comme dans toute chose. Exactement. Je suis convaincu que vous êtes bien au fait du droit à l'extérieur du Québec, dans le Canada, si vous faites ce genre de comparaison-là. À l'extérieur du Québec, je constate que dans toutes les provinces, les frais juridiques à la charge de l'exproprié sont à la charge de l'expropriant. L'État, quand c'est l'État, c'est toujours l'État, ou la Ville, là, a la responsabilité d'assumer les frais de l'exproprié et, ce faisant, ça devient un incitatif pour qu'il ne se traîne pas les pieds, justement, parce que sa facture, son coût augmente. Est-ce que c'est raisonnable de penser comme ça? Puis est-ce que vous voyez ça, vous aussi? C'est un peu le cas déjà au Québec, mais je laisserai peut-être M. Champagne répondre à la question. J'ai écouté les travaux hier, Monsieur le député, puis je vous ai entendu, puis je me suis préparée. J'ai vérifié, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier toutes les provinces. Donc, je vous dirais qu'en Ontario puis en Colombie-Britannique, il y a effectivement des dispositions qui permettent au tribunal, si l'exproprié reçoit dans le fond plus que ce que l'expropriant lui offrait, d'avoir une certaine compensation pour les frais légaux, mais il faut ajouter le terme « raisonnable ». Donc, c'est pas on présente la facture puis on paie, donc c'est des frais
légaux raisonnables. Et c'est la même chose au niveau du droit fédéral. Il y a un pouvoir discrétionnaire d'adjuger les frais. Puis quand on parle des frais légaux, on parle aussi là, de les expertises. Hein. Souvent, ça entraîne des coûts importants pour des expertises. Et donc, oui, ça existe dans les autres provinces. Donc, dans ce régime-là, il y a intérêt pour l'État, en tout cas pour les partis certainement, mais aussi pour l'État, d'agir avec diligence. Est-ce que je peux dire ça? Bien, la question de la diligence, je pense que c'est important dans toutes les procédures. C'est un principe de notre procédure au Québec. La célérité des débats, c'est important pour tous les justiciables, que ce soit pour le gouvernement ou pour les citoyens. Les frais, c'est plus par rapport, je vous dirais, à la valeur de l'indemnité qui est offerte. C'est là où il y a comme un équilibre. Si l'expropriant va trop bas des pâquerettes, ben il va se faire rattraper à la fin parce qu'il risque de payer les frais légaux raisonnables. Mais ce que l'on voit dans l'expropriation, là, je ne vous demande pas nécessairement de commenter là-dessus, mais ce qu'on constate dans bien des cas, c'est que l'expropriant, non seulement il ne va pas extrêmement vite, mais il y a des dossiers qui actuellement sont en cours. Vous m'avez écouté hier. Ils sont en cours dans les expropriations de la ligne bleue et les expropriés sont obligés d'aller en cours pour que l'expropriant bouge. Juste bouge, ça vienne à la table. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un projet de loi qui vient leur enlever leurs droits, alors que eux, tout ce qu'ils demandent, c'est que le gouvernement fasse son travail avec diligence. Alors, est-ce que, quand on regarde, encore une fois, les régimes des autres provinces, là, il n'y a pas lieu là de constater qu'ailleurs, ça va mieux qu'ici? Une procédure qui est pendante là, devant le tribunal. Notre code de déontologie nous l'interdit. Je savais. Et au niveau, par contre, des autres provinces, je pourrais pas faire... On n'a pas fait une étude là, au Barreau du Québec pour vous dire que le meilleur modèle, par exemple, c'est la Colombie-Britannique ou l'Ontario. Parce que si on avait eu plus de temps... Puis si on est en train de modifier la loi sur l'expropriation, bien peut-être que justement on serait allé voir dans les autres provinces puis essayer de s'inspirer si jamais il y a des juridictions où ils ont fait des réformes récemment. Parce que les lois sont toujours perfectibles, on peut toujours s'améliorer. Donc, mais on n'a pas fait cette étude-là. Parfait. Vaudreuil, souhaitiez-vous intervenir, vous qui êtes membre du barreau? Merci, c'est gentil, M. le Président, mais si mon collègue veut très bien. continuer avec Il me sa reste question. moins de 30 secondes, je pense, M. le Président. À peu près un peu plus. Un peu plus? 40, oui. Est-ce qu'on peut dire, là, vous avez suivi les travaux parlementaires, je pense, en tout cas vous les avez suivis hier soir, merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut dire là, que vous, là, vu du barreau, ce que vous avez entendu, il était possible de faire ce que le gouvernement souhaite en passant par des articles spécifiques plutôt que de passer par des dispositions qui sont extrêmement générales et imprécises, qui incluent ce qu'ils veulent faire, mais on aurait pu le faire nominativement par des articles nominatifs. C'est sûr qu'au barreau, on préfère que les lois soient amendées suite à des débats sur la loi spécifique. Merci, Maître. Je passe maintenant la parole au député de Rosemont. Merci, Maître Grondin et Champagne. Merci d'être là. Je vous salue rapidement. C'est pas que je suis impoli, c'est que je suis pressé. J'ai pas de temps. Je veux quand même vous remercier de nous avoir rappelé que des mesures exceptionnelles, ça devrait être, moi je vais employer un autre terme là, que mes emplois disent souvent, ça devrait être gossant pour le gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez pas dit gossant, mais moi je le dis. Ça ne doit pas être une lettre à la poste. Alors merci de nous rappeler ça. C'est un principe qui avait un peu pris l'eau là, ces derniers jours. Moi, j'aimerais vous parler de l'immunité. Ça a l'air de vous gosser aussi, ça. Ça a l'air de vous déranger un peu, les provisions qui sont dans la loi, les articles sur l'immunité. Vous dites que ça a été calqué, mais seulement en partie de la loi sur la santé. En quoi ce qui est dans 61, c'est différent de l'immunité standard qu'on retrouve ailleurs, notamment en santé? Alors, on a fait une comparaison avec l'article 123 de la loi sur la santé publique, c'est le dernier paragraphe, où on donne l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi et dans l'exercice aussi des pouvoirs. Quand vous regardez l'article 51 du projet de loi 61,
Il y a un bout de phrase qui est ajouté qu'on ne retrouve pas dans l'article 123, c'est ou dans l'exécution des mesures prises en vertu de ceux-ci. Et là, quand on voit que les mesures prises peuvent être des mesures d'atténuation qui sont faites par décret ou autrement, on se demande la portée de l'immunité, ça va aller jusqu'où? Est-ce que ça va viser, comme l'a dit le bâtonnier tout à l'heure, des entrepreneurs qui vont exécuter les mesures prises en vertu de ces pouvoirs? C'est ça qui nous trouble, qui nous préoccupe. On aimerait ça que, s'il y a une immunité, parce qu'on n'est pas convaincu qu'une immunité devrait se retrouver dans le projet de loi 61, je dis bien sous réserve de l'opportunité de le mettre, on ne se prononcera pas là-dessus, on pense qu'on devrait rédiger l'immunité comme l'article 123 de la loi sur la santé publique. Donc, c'est plus large. La portée est nécessairement plus large que ce que l'on voit normalement. On risque, oui, il pourrait y avoir des débats et une interprétation qui fasse en sorte qu'on arrive à la conclusion que l'immunité a une portée beaucoup plus grande. Merci. Ça va? Merci. Je cède maintenant la parole au député de René Lévesque. Vous disposez de 2 minutes 35 secondes. Merci à mon tour de vous saluer. J'ai à peu près le même temps que le collègue de Rosemont. Merci de nous éclairer. Je ne suis pas juriste, mais j'attends toujours avec appétit votre lecture de la situation et vous nous permettez nous-mêmes de jauger ce qu'il faut faire pour protéger le citoyen. Et après ça, le politique décide de prendre les décisions nécessaires face à l'avis juridique que vous nous donnez. L'article 36, je vais vous emmener là-dessus. Plusieurs citoyens et citoyennes nous ont dit, avec l'article 36, ils peuvent changer toutes les lois. J'aimerais avoir votre interprétation parce que pour changer certaines lois ou règlements, il faut que ça prévoie 5 alinéas. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 1 est assez clair. On parle de changer quelque chose qui toucherait un permis ou une autorisation de même nature. Quand j'arrive au 2e alinéa, on parle d'un délai ou d'une date. C'est assez circonscrit. Quand j'arrive à 3, le paiement d'une somme due à l'État, y compris l'intérêt ou l'indexation, pour moi, c'est assez clair. Mais 4 et 5 nous posent problème. Une aide fournie par un organisme public, qu'elle soit financière ou d'autre nature, mais surtout 5, une règle dont l'application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances découlant de la pandémie. Donc, l'article 36 est circonscrit un peu avec le point 1, 2, 3, en partie avec 4 et très peu avec 5, puisqu'on devra interpréter, ou les tribunaux devront interpréter, qu'est-ce qui est difficilement réalisable ou trop onéreux dans les circonstances découlant de la pandémie. Est-ce que je me trompe? C'est sûr que la rédaction, elle est très généreuse, je vous dirais. Elle n'est pas restrictive. Et donc, encore une fois, ça donne de très larges pouvoirs au gouvernement, le paragraphe 4 et le paragraphe 5. Alors que vous avez raison, les paragraphes 1, 2 et 3 sont très circonscrits et évidemment, on conçoit mieux quels sont les objectifs qui sont visés par l'article 36. Pour ce qui est de l'urgence sanitaire, le directeur de la santé publique nous a dit pendant le confinement qu'il prenait les décisions en connaissant la situation qu'il constatait, mais il ne faisait pas des projections de semaines et de mois. Il gardait ses décisions en fonction de la réalité. Ce que vous nous dites là, avec l'urgence sanitaire, faites attention aussi, si vous voulez vous donner une prévisibilité, qui peut prédire la santé publique dans le prochain mois, dans le prochain 6 mois? Donc, vous nous ramenez, oui, à cet équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir, mais je pense que vous nous indiquez aussi que pour prendre les décrets, il faut avoir une lecture juste, et la façon d'avoir cette lecture juste, c'est avoir un délai le plus court collé à la situation. C'est ce que je comprends. Merci. Oui, je vous sauve, hein? Alors, je cède la parole au député de Chamédé. Vous disposez de 2 minutes, chers collègues. Oui, j'aimerais bien ça, lui donner de mon temps pour qu'il réponde, là, mais il pourra peut-être répondre en répondant à ma question. Si la loi est adoptée telle quelle, le barreau la conteste là-dessus? On n'a pas fait ce débat-là, honnêtement. Écoutez, je pense que c'est important pour le barreau de dire qu'il y a possibilité de contestation. Là. Donc, ça, il faut être très clair là-dessus, peu importe le groupe, les intéressés, etc. On le dit souvent hein, dans certains projets de loi. Donc, je pense que c'est important pour nous de dire qu'il y a possibilité de contester. Il y a des chances que ce soit contesté. On n'est pas devin là-dedans, mais évidemment, il y a des chances. Donc, ça, ouais. Je veux aussi vous entendre dans le petit bout de temps qui me reste. Il y a eu des amendements déposés quelques heures après le dépôt du projet de loi. À l'article 53, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais l'article 53, l'amendement
ça dit que le président du Conseil du Trésor est responsable de l'application de la présente loi. Dans la mouture originale, à l'alinéa 6, on y voyait la ministre de la Justice, qui a disparu comme par enchantement à l'amendement. Avez-vous une opinion là-dessus ou... Non. Merci, M. le Président. 15 secondes pour répondre à sa question. Faudrait que je m'en rappelle, là, désolé. Écoutez, non mais je comprends ce que vous vouliez dire. Je rappelle le principe qu'il faut que ce soit inconvenant à la loi, là. Donc, je suis désolé, là, je ne voulais pas rien dire. La question était bien posée, évidemment, mais c'est ça. Je pense pas que l'objectif de la loi sur sur la santé publique à son article d'état d'urgence sanitaire, je ne pense pas que le but soit la prévisibilité. Je pense que le but, c'est probablement que ce soit inconvenant. Alors, Maître Grondin, Maître Champagne, merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui. Sur ce, je suspends nos travaux et je nous donne rendez-vous à 15 heures. À plus tard.